Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur le registre, mais surtout faire un point d'un point de vue tech principalement, répondre à vos questions et puis surtout pour répondre aux petits cas particuliers qu'on peut croiser tous les jours lors des suivis. Et donc je vous invite à scanner ce flashcode qui va nous... Ah ben le flashcode, on ne l'a pas encore. Voilà. Donc, Voilà. je vous invite à scanner ce flashcode qui va nous permettre de basculer sur un petit quiz. On est bon. On va le laisser encore quelques petites minutes. Ah, on a quelques retardataires. Alors, est-ce que j'ai tout le monde ? Est-ce que quelqu'un n'a pas pu scanner le flashcode ? Ah, j'attends. On me fait des grands signes. On accueille encore du monde. Bonjour les filles. Eh ben c'est bon, nickel. Café avalé, on va pouvoir y aller. Je te laisse scanner le flashcode pour qu'on puisse jouer ensemble. On va peut-être commencer. Ouais. Hop. On est parti. On est parti. Tout le monde est installé. Donc l'idée, c'est de se retrouver aujourd'hui à la France PCI Connection pour discuter des cas particuliers, comme je vous l'ai dit. On peut faire suivre. Puisque je pense que vous en rencontrez régulièrement quand vous faites vos suivis, que vous avez régulièrement des petites questions. Vous revenez vers vos arcs pour discuter des sujets et les résoudre. Et donc là, suite aux différentes questions qui ont pu remonter, on a fait un petit quiz et on voulait voir avec vous comment vous pourriez agir face à ces questions. On va commencer. Donc, premier cas, donc on a Madame Canditu qui est chez son psychiatre. Et cette petite dame, elle fait un malaise avec perte de connaissance. Et donc suite à ça, on a une prise en charge SAMU. Et donc la question est, qui est le premier intervenant, à votre avis ? La secrétaire ? Vous n'avez pas. Ah bah, c'est les soucis du live. Hein. Est-ce qu'on peut remettre le code ? Ouais, je pense qu'on peut essayer de remettre le code. On est bon ? Mais là, tu as la question. Faut que je réinitialise. Je sais plus réinitialiser. Soyez un peu tolérants, s'il vous plaît. Donc je disais, donc nous avons toujours Madame Canditu, on consulte toujours pas chez vous, elle est toujours pas là. Ah, c'est bon là. On est bon ? Tout le monde a la question ? Donc Madame Canditu chez son psychiatre fait son malaise, prise en charge par le SAMU. Qui est le premier intervenant, à votre avis ? Ça hésite, hein. Alors voilà, on a terminé le vote. Donc la réponse correcte était...
Le SAMU. On a quelques personnes qui ont répondu le psy. Ah, on a des bains, oui. Ouais, je suis d'accord. Donc on a une réponse à proposer, puis on va pouvoir discuter autour de cette réponse. Donc aujourd'hui, le SAMU est le premier intervenant, et pourquoi ? Le psychiatre qui fait la consultation n'a aucun moyen technique de diagnostiquer l'éventuel ST+. Votre patiente qui fait le malaise chez son psy, douleur, qu'est-ce que va faire le psychiatre à votre avis ? Qu'est-ce que va pouvoir faire le psychiatre pour cette prise en charge ? Appelez le SAMU, qui va effectivement commencer à techniquer, à faire la première intervention. Au mieux, votre psy va pouvoir mettre la patiente en PLS, je dis bien, et l'accompagner dans les premières démarches. Mais en aucun cas, le psy sera en mesure de faire un ECG ou autre pour... il y a des petits yeux ronds. Posez vos questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui. Ah. Alors, bonne question. Est-ce qu'on doit mettre un appel 15-18 ? Professionnel. Alors oui, effectivement, moi j'aurais mis appel 15-18 parce que... Faut parler plus. Ah oui. Parce que normalement, si c'est un professionnel de santé qui prend en charge le patient, on ne doit pas mettre d'appel 15-18. J'ai un nom juste à côté. Il n'est pas appelé par le patient, il est appelé par un proche, effectivement, un proche ou une personne accompagnant le patient. Là, aujourd'hui, votre psy, le patient aurait été chez le psychologue. Est-ce que vous vous seriez posé la même question ? Dentiste ? Et là, c'est vraiment le côté psychiatre, en fait, qui fait que vous vous posiez la question, parce qu'il est médecin. Moi, je mettrais pas l'appel. Effectivement, c'est un médecin et ça se discute, mais pas d'appel. Pas d'appel SAMU. Pas d'appel SAMU. J'ai des petits yeux ronds de partout, mais hormis Stéphane, personne n'ose poser de questions. On passe. Oui, on En fait, part. juste pour prolonger, parce que si on met un appel 15-18, on serait obligé de mettre... Non, quoique non. Non, j'ai rien dit. Non, oui, pour le premier intervenant, mais ça sera... On a le SAMU en premier intervenant. Ça pose pas de requête. L'intérêt d'avoir l'appel 15-18, c'est de voir si les personnes lambda ont le réflexe, effectivement, d'appeler les urgences dans le cas d'un infarctus. Donc, effectivement, c'est plus l'appel SAMU est vraiment plus dédié à un proche ou à un accompagnant du patient. Question suivante. Donc, vous avez tous la question ? Non, Non. Donc, elle est affichée. Là, ils doivent avoir la question. Donc, on a Monsieur J'en ai marre qui est en prison. À votre avis, faut-il l'inclure au registre, faire le suivi à 1 an, ou alors on s'en moque ? On peut avoir plusieurs réponses, effectivement. Non, on a un délai sur le temps, effectivement. Effectivement, oui. Donc on avait 2 réponses possibles. Donc on a les 2 réponses possibles. Effectivement, on va l'inclure, ce patient-là. Et donc, on va faire le suivi à 1 an. Et du coup, pourquoi ? Parce que le patient prisonnier garde ses droits, il peut donc être inclus au registre et les 2 types de suivi seront complétés. Et il peut aussi refuser de participer. On a une question ?
Juste un petit commentaire, en fait, moi aussi, j'ai un cas comme celui-là, en fait, en ce moment, et j'ai vraiment du mal à récupérer les informations du suivi 1 an. Donc, j'ai contacté la famille, après, j'ai dû contacter la prison. On m'a dit de prendre contact avec le médecin du prison. En tout cas, c'est un peu compliqué de récupérer l'info. Et jusqu'ici, donc pour l'instant, tu as avancé, tu as contacté plusieurs personnes, mais le suivi est en stand-by ou... Oui, en stand-by, en fait. J'ai envoyé un mail à la secrétaire du médecin. Elle m'a dit qu'elle va en parler au médecin pour m'envoyer les infos. D'accord. J'attends toujours, donc je les contacterai prochainement. Ok, une petite relance. Ouais. Mais jusqu'ici, tu as quand même pu remonter jusqu'au médecin traitant du patient pour... Oui. Donc, tu as entamé les bonnes démarches. Pour, qui assure le suivi aussi en prison. D'accord. Ok. Tu peux faire suivre. Donc, on a question suivante. Monsieur Polochon. Cholestérol hors note cholestérol, telle est la question. Faut-il recueillir la statine, le taux de LDL, le CUMAB? On a toujours plusieurs possibilités de répondre. C'est des questions à choix multiples. Et vous avez le timer en fait, qui défile en bas, je vous le dis, parce qu'effectivement, ça n'a pas été dit au début. On fait la réponse. Donc la réponse était... Eh ben, les 3 possibilités. On va recueillir la statine, le taux d'LDL et le CUMAB. Donc la statine, le taux d'LDL et le CUMAB, actuellement, c'est des sujets qui sont au cœur de la recherche cardio. Donc pour le registre France PCI, requis +++. Et on vous encourage à solliciter vos équipes pour retrouver ces données plus facilement, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours des données évidentes à retrouver dans les dossiers. Et du coup... on sait que d'expérience, certains techs ont, en collaboration avec leurs équipes, revu la composition des comptes rendus médicaux ou encore des comptes rendus de visite. Il y a eu des petits trucs et astuces mis en place pour faciliter le recueil de ces données. De sortie d'hospitalisation, j'ai aucun problème parce que j'ai tout dans l'outil informatique maison, mais après, c'est dans le suivi à 1 an. Les cardios ne demandent pas systématiquement de contrôle, ou alors c'est pas au moment où on les appelle, donc on a des données très anciennes ou pas du tout de données. Donc c'est très difficile de récupérer le taux de cholestérol à 1 an. Effectivement, après, c'est une donnée qui n'est pas forcément évidente, les patients ne sont pas au courant. Est-ce que certains d'entre vous ont mis des choses en place pour essayer de le récupérer plus facilement à 1 an ou pas du tout? Mohamed? Et ils te rappellent? On leur demande de me rappeler s'ils font un LDL prochainement. Donc, il y en a ceux qui... Et les patients jouent le jeu? Oui, certains prennent le temps de me rappeler et me donner l'info, mais pas tout le temps, quoi. D'accord, ouais. Après, effectivement... Ah. Je voulais juste préciser pour le CUMAB, il faut aller gratter dans le dossier médical parce que c'est une prescription à part. Donc très souvent, elle n'est pas dans les comptes rendus de consultation. Donc il faut aller chercher. Et même pour le patient. J'ai une question un peu de curiosité. Vous dites requis plus, mais dans le registre, c'est une donnée qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas rouge, qui n'est pas qui ne contraint pas à sauver la page, quoi. Donc pourquoi si requis plus, c'est une donnée très importante, pourquoi ça ne devient pas une donnée obligatoire? Alors, pourquoi? Aujourd'hui, c'est effectivement pas une donnée obligatoire puisque justement, on est conscient que c'est une donnée qui est très difficile c'est des données qui sont difficiles à recueillir et notre volonté aussi, c'est de pas bloquer forcément l'activité et que
qu'on puisse avoir la possibilité de dire, effectivement, la donnée, on n'arrive pas à la voir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas rendu cette donnée obligatoire. On aimerait effectivement, c'est pour ça qu'on insiste un petit peu sur le sujet, que cette donnée soit au plus saisie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rendre toutes les données qu'on aimerait obligatoires. Ça donnerait un travail énorme au tech. Donc, on essaye justement de doser ce qui est obligatoire de ce qui est requis plus. Et par rapport au suivi H, vous avez quand même, pour la plupart, vous avez quand même le sentiment de retrouver ces informations sans trop peiner. Ok, donc c'est faisable. Okay. De l'organisation, mais faisable. Quel type d'organisation? En fait, je suis allée revoir les secrétaires. On avait beaucoup d'ambulatoires et de patients qui passaient 2 jours et avec très peu de données qui restaient dans le système interne. Et du coup, avec les secrétaires, on a fait tout un travail pour qu'elles scannent en amont de la coro les courriers médicaux, les comptes rendus, tout ce qu'on pouvait avoir comme données. Et là, on a une mine d'informations qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est à cause de l'installation de France PCI dans notre centre. Sinon, on ne le faisait pas. Oui, c'est grâce à l'installation. Ah oui. Et ça, en plus, ça permet à d'autres personnes de bénéficier de ces informations, mais on ne s'en rendait pas compte. Ça pouvait manquer. C'est aussi un plus pour le patient que l'équipe soit... Voilà, exactement. Donc, bénéfique. On va passer à la question suivante. Donc, on a Madame Aude Vessel, une belle Italienne qui fait du tourisme. Elle fait un IDM ST+ inférieur à 24 heures durant son séjour. Et donc, on a la barrière de la langue qui complique un petit peu la prise en charge. Et donc, la question est, on inclut ou pas au registre, selon vous? On a une grosse majorité qui inclut quand même. Ça évolue. Et donc la bonne réponse est oui. Effectivement, on va inclure cette patiente. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'examen sera inclus, la nationalité du patient, encore la barrière de la langue, ne sont pas des motifs de non-inclusion prévus au protocole aujourd'hui. La procédure elle va donc être incluse. On va pouvoir récupérer toutes les données de procédure. On va pouvoir récupérer les données de suivi hospitalier. Et concernant le suivi 1 an, on vous invite de le faire dans la mesure du possible, d'essayer. Dans certains centres, je sais qu'on a des personnes qui sont bilingues. On a des investigateurs dans certains centres qui appellent eux-mêmes les patients, parce que certains investigateurs parlent mieux anglais que certains techs, et du coup qui s'investissent et qui tentent l'appel. On a réussi à en récupérer. Et si vraiment vous ne pouvez pas joindre ce patient, en dernier recours, il sera mis en perdu de vue. Oula, et là j'ai des questions. Pardon, je chante une chanson. Bonjour. Bonjour Paty. Alors, moi, ça c'est vraiment mon problème, ma problématique, c'est les patients étrangers. Oui. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes, donc je suis à l'IAT, à Dzan-Castelran-du-Var. Et chez moi, par exemple, sur le monito précédent, j'ai un pourcentage de perdu de vue incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui ont fait des SCA, ST+, ou qui ont eu des événements et qui sont venus dans le cadre touristique ou pour des concerts et qui ne reviendront jamais et le suivi est impossible. Et donc j'ai un taux de perdu de vue incroyable. Donc est-ce qu'il faut toujours inclure des patients étrangers ? Pour moi, je me retrouve avec des queries pas possibles. Je me retrouve avec des... Alors j'entends, effectivement, mais aujourd'hui le protocole prévoit que ces patients soient inclus, ce n'est pas un motif de retrait. Et oui, ça peut faire gonfler votre taux de perdu de vue parce que tu ne vas pas forcément pouvoir récupérer les suivis de ces patients-là.
En même temps, il est justement le taux de perdu de vue, il est justifié dans les rapports de monitoring. Donc nous, effectivement, c'est un indicateur important pour nous, le taux de perdu de vue. Mais là, on arrive à le justifier. On arrive à savoir ce qui s'est passé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les données de procédure sont utilisées pour faire certaines publis sans avoir forcément besoin du suivi. Ça dépend du sujet que le chercheur a décidé de traiter. Donc là, on peut utiliser les données de procédure même si on n'a pas de suivi et même si le patient est perdu de vue. Effectivement, si le patient est perdu de vue et on va faire une étude sur la statine ou le taux de LDL à 1 an, on ne prendra pas en compte ces procédures. Mais les procédures du perdu de vue peuvent être utilisées dans un certain cas de publication selon le thème du chercheur. Je prends. Oui, non, peut-être juste faire la nuance au moment de l'inclusion du patient. Ce qui est important, c'est vous assurer qu'il a compris l'examen et que l'information a pu être donnée déjà. Je pense que ça, c'est essentiel. Si vous l'incluez mais qu'il n'a pas compris le principe du registre et qu'il n'a pas pu donner son accord, forcément, il ne va pas être inclus. C'est déjà le premier élément. Voilà, ça c'est la première chose. Et après, il faut toujours avoir le principe de pouvoir inclure le maximum de patients, d'être le plus exhaustif possible sur les patients en termes d'inclusion. Et après, on fera le maximum pour avoir le suivi. Mais si on n'a pas de suivi, comme le disait Isabelle, on a au moins la possibilité d'utiliser les données de procédure et d'être exhaustif sur les données de procédure, à partir du moment où le patient a eu l'information et a accepté. Alors, bon, j'avais deux questions. Alors, déjà, merci parce que moi, mon gros problème, c'était évidemment cette dame qui est italienne, qui parle ni français ni anglais. Elle est super, hein, la note d'info en anglais, hein, mais si elle comprend pas l'anglais, elle aura pas compris l'information. Moi, je l'inclus pas, hein, clairement. Et donc, on revient à ce que vient de dire Christophe, patient non informé. À partir de là, effectivement, on a un motif de retrait. D'accord. Et donc là, on est clair. La deuxième chose, alors moi, j'ai 2 cas de personnes qui parlaient bien anglais. J'ai fait le suivi 1 an en anglais, tout bien, tout. Mais par contre, c'est un patient. Le premier, il vit au Royaume-Uni. Bon, bah, c'est sympa, c'est assez proche de la France, hein, finalement, la prise en charge à 1 an au Royaume-Uni. Hein, mais est-ce que c'est vraiment relevant pour le registre d'avoir les données du suivi cardiovasculaire au Royaume-Uni, quoi? J'en ai un autre que je dois appeler bientôt. Il est en Inde. Est-ce que c'est relevant d'avoir les données du suivi à 1 an en Inde, quoi? C'est-à-dire, parce que les événements qu'il les ait faits ici au Royaume-Uni... En fait, il a fait un infarctus en France, il y a 1 an. On l'a inclus. Tu l'appelles à 1 an. Je l'appelle 1 an après, mais en fait, il est parti juste après sa sortie d'hôpital. Et il fait son suivi cardio. On fait les suivis par procédure. On va suivre les événements post-procédure sur les 12 mois. Qu'il fasse son prochain événement ici en France ou sur un autre territoire, il n'y a pas de différence en fait pour nous. Les événements ou la modification du traitement vont être dans la continuité de la thérapeutique mise en place à la sortie d'examen. La localisation ne change rien. Alors, les événements, oui. Là, je suis d'accord. Et le traitement, en revanche, tu n'es pas d'accord? Je me posais la question. Sur la rééducation cardiovasculaire, oui, il l'a fait, mais il l'a pas du tout fait en France, quoi. Donc, là, on va être plutôt dans l'objectif d'étude ou d'amélioration des pratiques. Donc, effectivement, on cherche à savoir comment on a traité le patient, s'il a eu de la statine, est-ce que derrière ça aura joué ou pas joué, est-ce qu'il aura fait des événements, etc., qui soient situés en France ou qui soient situés sur un autre territoire, comme le dit Amélie. L'information est toujours intéressante à recueillir pour pouvoir faire des études derrière. C'est OK? C'est OK. Pour les événements, il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, si je l'appelle pour les événements, autant que je recueille le reste. Hein, mais, OK.
Vous n'avez pas l'air très persuadé. Si, pour les événements, je trouve que c'est tout à fait c'est tout à fait justifié. Moi, mon souci, c'est voilà le suivi par les médecins traitants, le suivi par les cardiologues. Nous, on a des choses qui se sont mises en place en France. C'est pas forcément le cas ailleurs. Ce qu'on cherche à savoir, c'est Voilà, si un patient, derrière son examen, effectivement, c'est intéressant de savoir si le patient il a été suivi. S'il n'a pas été suivi, on peut comprendre pourquoi il a fait des événements, s'il n'a pas eu de traitement ou des choses comme ça. Voilà, que si on n'a pas ces informations, on va avoir du mal à analyser. On est toujours dans l'amélioration des pratiques. On passe à la question suivante. Attendez, j'ai encore une. On va pas pouvoir faire toutes les questions, on a un temps imparti. Mais ça rejoint un peu ce qu'elle dit, c'est que on a des patients, peu importe l'endroit où ils vivent. Moi, j'ai eu un cas, on va prendre le cas extrême. J'ai une procédure. Le patient, c'est un musicien. Il est venu dans le cadre d'un concert. Donc, il a été inclus dans le registre. Il n'est jamais revenu, il ne reviendra pas. Il est introuvable. T'as perdu de vue. Avoir un numéro de téléphone enregistré. Non, c'est dans la nuit. Il est venu dans la nuit où il n'y a pas le personnel administratif. Il y a un moment, l'administratif va retourner vers lui pour payer une facture, machin. Donc de toute façon, il y aura un moment, un numéro de téléphone va sortir. Là, c'est vers l'administratif. Oui, là, on est plus à un souci administratif du centre. Effectivement, il est logique que quand un patient vient à l'hôpital, quelque part, on doit avoir quand même son nom, son numéro de téléphone, une adresse, on a un minimum. Mais je te suggère qu'on en discute après, si tu veux, et on va passer au point suivant, si ça n'embête personne. Pour essayer d'avancer, on ne va pas avoir assez de temps sinon. Donc on a dans la situation suivante, on a monsieur Gilles de Sauvetage. La question qui se pose, c'est on le suit pas. Donc c'est un patient qui est pris en charge en coro pour un SCAST+ inférieur à 24 heures, mais finalement, l'examen contredit le diagnostic et durant son hospi, on diagnostique une myocardite. Et la question est faut-il faire le suivi à 1 an? J'y vais. Alors, très bien. Il n'y a pas tellement de photos. Donc la réponse correcte est oui. On a quelques noms. Et donc pourquoi on va faire le suivi à 1 an? Si on rentre dans les explications, donc le suivi H et le suivi 1 an sont à réaliser. Pour ce type d'examen, le parcours SCAST+ est renseigné et le registre souhaite suivre le devenir de ce type de patient, même si on s'aperçoit que c'est une myocardite. On va pouvoir recueillir le parcours ST+ initial qui a amené le patient sur cette table de Corot. Les médecins vont faire le nécessaire, tracer que c'est une myocardite au final. Et vous, en tant que tech, dans votre suivi, vous allez pouvoir renseigner dans votre petite case ST+ avéré si oui, ça l'était ou enfin. Là, en l'occurrence, non, ce n'était pas un ST+, et c'était une myocardite. Et ce qui fait que nous, dans nos analyses, Isabelle particulièrement, lorsqu'elle va préparer les analyses, elle va pouvoir mettre en évidence tous ces patients, tous ces examens qui ont été annoncés comme ST+ initialement, mais pour qui, finalement, on avait une myocardite. Et ils seront suivis, on aura un suivi 1 an derrière. Oui, question. Les myocardites ne sont pas fréquentes. Et je ne sais pas après si dans les 1 an, la récidive est fréquente pour ce genre de cas. Mais si, par exemple, il y a une récidive de myocardite, on ne peut pas le renseigner. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas le renseigner. Alors, ça peut être intéressant. Ça peut effectivement être intéressant. Alors, comme vous le savez, le registre, il vit. Tous les ans et demi, on essaye de faire une mise à jour. Et effectivement, ce genre d'idées, comme on disait hier, qui émanent du terrain, on est contente de les recueillir. Ça peut être également le cas pour les Takotsubo. Oui, exactement. Et effectivement, c'est des données qui peuvent être intéressantes à tracer. Et pourquoi pas le mettre en place dans une prochaine version. Par contre, ça me fait penser à une question.
Parce que des fois, bon, il y a les cas des infarctus à coronaire saine, mais qui ne sont pas forcément confirmés à l'issue de l'hospitalisation, qui sont confirmés ultérieurement par une IRM qui permet de confirmer le diagnostic d'infarctus. Mais dans ce cas-là, comment ça se passe? Il faut qu'on revienne sur la donnée une fois qu'on a la confirmation ou... Alors, quand tu fais ton suivi, Oui, ou en tout cas... tu fais quand ton on... suivi H et tu t'aperçois qu'il y a des informations qui ont évolué. Bah, au suivi H, il y a une suspicion. Des fois, ils peuvent mettre diagnostic d'infarctus à confirmer par IRM. À la sortie, on n'a peut-être pas forcément la confirmation que c'est un ST+, mais on l'a un petit peu plus tardivement. Donc, est-ce qu'on revient? On n'a pas eu remontée de ce cas-là. Donc, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois que des fois, nous remonte l'info. Il y a toujours un doute sur la confirmation. Donc, après, aujourd'hui, si vous devez revenir sur le suivi, sur des données de procédure, c'est des choses qui se font généralement lors des monitorings. Au moment de votre suivi, vous n'êtes pas censé aller reprendre la procédure, les données saisies par le médecin. Voilà, Alors, je sais que ça se fait. Mais donc, si à la temps en temps. sortie, on n'a pas un diagnostic précis, moi, j'aurais tendance à te dire de retourner vers l'opérateur en charge de la procédure, d'en discuter avec lui et effectivement de faire modifier les données à ce moment-là. Oui. Dans le CRH, comme quoi il y a une forte suspicion d'infarctus, mais qui est à confirmer par examen complémentaire, par exemple. Là, très honnêtement, je pense qu'on n'a pas la réponse ni l'une ni l'autre à la question. Donc, éventuellement, on peut peut-être suggérer un diagnostic final autre. En fait, la question, c'est le diagnostic final, on est d'accord? Voilà, Éventuellement autre, évidemment, si on a l'info après plus précise, pourquoi pas changer, mais... Mais à la limite, voilà, on peut te revenir sur ce cas-là. Effectivement, on n'a pas réponse à tous les cas particuliers évoqués par les médecins, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'on fait des petites réunions tous les jeudis ensemble pour évoquer nos petits cas particuliers et pouvoir y répondre. Donc, effectivement, là, on peut te revenir plus tard sur le sujet. On passe à la question suivante. Pardon. Donc, question suivante. On a monsieur Jamal Dormi. Les médicaments, j'en suis où? On a 2 hospi à 1 semaine d'intervalle pour ce patient. La double anti-agrégation plaquettaire est mise en place à la seconde hospi pour 2 mois. Donc, la question qui se pose, c'est comment renseigner la durée de bithérapie du premier suivi? Est-ce qu'elle sera renseignée supérieure à 12 mois, entre 7 à 12 mois, jamais, ou on va la mettre en non applicable? Il y a bataille. Alors, la réponse était jamais. Jamais. Et donc, pourquoi votre patient, donc 2 hospitalisations pour ce patient-là, le suivi se fait par procédure dans le cadre du registre et non par patient ou encore par hospitalisation. Donc, si la bithérapie est mise en place suite à la sortie du patient, on considère qu'il n'y a pas eu, de la seconde hospitalisation, on va considérer pour la première hospitalisation qu'il n'y a pas eu de bithérapie mise en place pour la première hospi. Patient hospitalisé 2 fois, sorti la première fois sans bithérapie, patient qui revient une seconde fois, et à la seconde angioplastie, là, on lui met une double antiagrégation plaquettaire. Quand tu réalises tes suivis, pour la première hospitalisation, il n'y a pas de double antiagrégation plaquettaire. Donc, pour le suivi à 1 an, c'est jamais. Effectivement, le patient est revenu quelques jours après, et là, on met en place la double antiagrégation plaquettaire. Et donc là, pour ce suivi-là, pour ce suivi à 1 an, on aura une durée de bithérapie, mais pas pour la première. Dis-moi. Une petite question qui ressemble un peu à ce cas. Si une personne a 2 angioplasties, par exemple à 1 mois d'intervalle, ou on va dire 15 jours, allez, 15 jours d'intervalle, donc il a les
dans les deux procédures, il a 2 antiagrégants plaquettaires. Dans le suivi 1 an, si là, il a arrêté à l'anniversaire de la seconde angioplastie, est-ce que pour la première, on considère 1 an ou il a dépassé 1 an, même de 15 jours? Alors, pour la première hospi, effectivement, ça sera 12 mois et 15 jours. Aujourd'hui, je vais me référer au protocole qui vous dit, nous, on veut savoir ce qui se passe à 12 mois, date anniversaire, Donc, pile pas poil. arrondir. Donc même s'il y a 15 jours, même s'il y a 2 jours d'intervalle entre les deux procédures, il faut se référer à la date anniversaire. Première procédure, on sera avec une bithérapie supérieure à 12 mois. Supérieur. Et la deuxième, Supérieur à on sera 12 mois. entre 7 et 12 mois. Ok, merci. Question suivante. Non, pas de- Alors, donc on a Monsieur Bob O. Aïe aïe aïe, ça saigne. On a une hémorragie qui commence avant la procédure et le patient est transfusé après sa procédure. Faut-il déclarer un BARC ou pas? La bonne réponse, Amélie. Donc non, on ne déclarera pas de BARC. Et pourquoi du coup? À 80%, ils sont d'accord avec toi. Non, le BARC ne sera pas déclaré dans les événements du suivi H. Les événements sont à prendre en considération du début de la procédure et jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie du patient. Et donc là, un événement qui a eu lieu avant l'examen sera renseigné dans les données de procédure. Donc pas d'événement. Pas de questions, tout le monde est au clair avec ça. Petit cas suivant. Madame Anatomie fait sa sortie. Hospi pour un SCA, elle sort du service. Et elle fait les démarches administratives tranquillement pour se préparer à rentrer chez elle quand elle refait une douleur. Elle est réhospitalisée. Quelle est la date d'entrée de la seconde prise en charge? Alors, on reprend la date de la première entrée. On prend la date de la douleur, de la nouvelle douleur thoracique, ou on reprend la date de l'hospi précédente. Petit cas un peu tortureux. Ça fait presque l'unanimité, hein. Il y a deux réponses. Alors, question un peu particulière qu'on a longuement discuté récemment lors d'un monitoring sur centre. Et effectivement, 2 réponses. Pourquoi? Je veux bien que tu mettes la slide suivante. Ça va dépendre de comment s'organise votre établissement. On a 2 types de réponses possibles. Ça va être à voir en fonction du dossier médical, comment est considérée la réhospitalisation. La date de la nouvelle douleur thoracique sera la date d'entrée s'il y a un nouveau dossier d'hospi de créer. On prendra la date de l'hospi précédente si le dossier médical est fait en ce sens. Tout va dépendre de comment va être interprétée la prise en charge dans votre établissement. Quel va être le circuit? Est-ce qu'on la fait repasser par les urgences? Est-ce qu'on la remonte dans sa chambre parce qu'effectivement elle est sortie du service il y a 4 minutes et du coup on la reprend en charge? On reprend la douleur dans la continuité de ce qui s'est passé ou pas? Et là on est vraiment sur du cas particulier. C'est rare. Les gens généralement ils rentrent chez eux, ils reviennent que plus tard. Mais c'est arrivé récemment et c'est vrai que la tech ne savait pas quoi faire en fait. Comment renseigner cette hospitalisation? Et là, en l'occurrence, dans ce centre-là, ils avaient repris la première hospitalisation. Ils avaient remonté la patiente en chambre directement dans le service et ils avaient repris l'hospitalisation initiale. Et du coup, elle a créé un événement. Et effectivement, événement dans le suivi H. Et quand vous avez des cas un peu bizarres comme ça, avec des questions, que faire de cette situation? C'est vrai que d'appeler votre ARC et d'en discuter et de se dire,
parce que très vite, ça peut ne plus coller en fait entre votre suivi, les événements, les dates du dossier. De réfléchir à ça avec votre ARC, c'est utile. Et votre ARC remonte vers nous pour nous dire mais on fait quoi, on fait comment, c'est bizarre chez eux. Et du coup, ça sert d'exemple pour toutes les autres parce que du coup, 9 ARC, une avec un cas particulier, les 8 autres prennent des notes pour plus tard. Parce que ça peut aussi arriver chez vous. C'est aussi pour ça qu'on a les documents d'aide au remplissage qui évoluent. Alors des fois, on vous les renvoie, c'est un peu pénible pour vous, mais parce qu'on a eu un cas et on se dit ce cas-là, potentiellement, il peut arriver chez les autres. Donc, on va mettre le document à jour et vous le renvoyer. Donc voilà. Question suivante. Donc là, on a Monsieur Barakafrit. On s'adapte ou se réadapte. Pas de réadaptation cardiaque connue à la sortie d'hospitalisation. Et au suivi 1 an, le TEC apprend que la réadaptation a été mise en place post-sortie d'hospi. Et donc là, la question, c'est faut-il changer le suivi hospitalier? Oui, non. On fait comme si on n'avait rien vu. Comme ça, on se mouille pas trop. Et donc, on a 90% de non et on a 10% de oui. Et donc, la bonne réponse, roulement de tambour, la bonne réponse, c'est non. On ne va pas retoucher au suivi H. Pourquoi? Parce que le suivi H, il est censé être rempli avec les données que vous avez à disposition au moment de la sortie, déjà d'un. Et de deux, ce sont des données qui sont déjà monitorées au suivi 1 an et dispo pour analyse. Donc, on ne revient pas sur le suivi H au moment du suivi à 1 an. Tu veux que tu mettes, s'il te plaît. Voilà. Donc, je vérifie que je ne vous ai pas dit de bêtises quand même. Entre-temps. Donc oui, on a des données monitorées aux alentours de 6 mois post-saisie. Ah, la question. Il y a eu une modification sur les SK, ST+, ST-. Ah, alors, 2 petites secondes. Tout le monde ne l'a pas. Voilà. Non, mais... Ça arrive tout doucement sur les centres. Mais c'est pas fun. Il y a une période qui est un petit peu, effectivement... On avait commencé les suivis hospitaliers sans remplir les SK, ST-, puisque ce n'était pas requis. Oui. Et donc, dans le suivi à 1 an, on se retrouve avec 79% de remplissage du suivi H. Et il faut compléter. Alors moi, je complète. Non, c'est pas obligatoire. Non, on complète pas. À partir du moment où vous avez complété votre suivi H avec la version précédente, on vous demande pas de revenir dessus pour aller renseigner les données de la nouvelle version. Donc nous, on a un suivi, on sait tel centre est passé à tel moment sur la nouvelle version. Ce qui, quand on fait les monitorings, on voit qu'effectivement, il y a un taux de remplissage qui est inhabituel par rapport au monito d'avant et on sait l'expliquer tout de suite. On dit passage de la nouvelle version et on sait que c'est absolument pas dû à la qualité de remplissage des centres et que c'est vraiment un souci, entre guillemets, technique. On est en train de travailler et demander une évolution là-dessus, pouvoir avoir un taux de remplissage adapté à la version. Donc on travaille dessus, mais voilà, c'est informatique, ça va pas aussi vite qu'on aimerait par moment. Oui. Donc, du coup, puisque moi j'ai le 3.0. La nouvelle version, oui. Ouais, la nouvelle version. Donc dans la nouvelle version, on a le complication. En procédure. Oui. Donc, on ignore. On n'est pas obligé de remplir puisque c'est sur des... Ah oui. Non, c'est durant la procédure. Non, là, c'est durant la procédure. Donc, les médecins doivent... C'est aux médecins de renseigner. Oui, mais moi, il me ressort... C'est au médecin de renseigner la complication. Il faut que tu voies avec ton équipe de CatLab. Là, c'est l'équipe de CatLab qui doit intervenir et c'est à eux de remplir les données complications. Et c'est durant la procédure. Là, on n'est pas en suivi H ni en suivi 1 an. Non, donc on ignore. Voilà, parce que moi, ça me sort.
D'accord, voilà. C'est ma question. Dans Cardio Report, ça nous redonne... Ah oui, dans ces conditions, effectivement, il faut ignorer. Je vous propose de passer à la... Je pense que ça va être la dernière question, Mélie. Possiblement, oui. Donc, on a monsieur Henri Post qui a... L'examen n'a pas lieu car il y a un échec pour la voie d'abord. Et donc, la question, c'est faut-il garder la procédure dans France PCI, oui ou non? Ça grimace. On s'interroge. Il y a une vraie question là, Amélie. On est sur un 50-50. Donc la réponse est non, on ne va pas le garder. Et donc, ce patient, en fait, effectivement, il a été mis sur la table. On a eu une tentative de choro. On a essayé de mettre une voie d'abord. Finalement, voie d'abord non mise en place, donc examen non réalisé. Aujourd'hui, ce patient-là, s'il est laissé dans le registre France PCI, vous allez avoir des poignées de queries parce qu'aucune donnée ne sera saisie sur cette procédure-là, puisqu'elle n'a pas eu lieu. Donc, deux possibilités. Je veux bien que tu aies la diapo suivante, s'il te plaît. Deux possibilités. Il ne faut pas le garder dans le registre. Donc, il faut retirer la procédure du registre et l'ajouter à la liste des retraits. Comme ça, cette procédure n'est pas exportée chez nous. Ou encore, je sais que sur certains centres, les centres préfèrent supprimer cette procédure du logiciel métier de manière à avoir une activité réelle des actes chez eux. Et après, ça, c'est quelque chose qui est à voir avec votre centre. Est-ce que vous le mettez sur la liste des retraits ou est-ce qu'ils veulent avoir un rapport d'activité vraiment cohérent par rapport aux actes réalisés chez eux? À vous de voir. Mais vous avez ces deux possibilités-là. Mais quoi qu'il en soit, l'examen ne doit pas être sur la base de données. Oui, Katia? Nous, en tout cas, à tout, on enlève du registre tout simplement parce que généralement, même s'il y a un échec de la voie d'abord, il y a quand même un compte-rendu. Donc ça apparaît dans le dossier médical du patient. C'est pas comme si l'examen n'avait pas été réalisé, c'est qu'il était nécessaire qu'il soit réalisé, sauf que compte tenu de l'échec de la voie d'abord, ça n'a pas été possible. Et du coup, ça doit être quand même colligé dans le dossier médical. Et donc c'est pour ça que... en tout cas, nous, on considère que c'est beaucoup plus logique de juste le retirer du registre parce qu'effectivement, pour vous, pour analyser derrière, il n'y a pas de données, donc c'est pas pertinent. Ouais. Mais pour nous, il y a quand même eu un acte qui a été fait parce que le patient était quand même sur la table, etc. Et comme il y a un compte-rendu, on ne peut pas juste le supprimer pour des questions de traçabilité, quoi. D'accord. Après, je suis complètement d'accord avec toi, mais on a eu cette question qui émanait des centres et chaque centre a sa propre façon de travailler et c'est pour ça qu'on a les deux possibilités aujourd'hui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, pour le quiz, je pense qu'on va s'arrêter là pour une histoire de timing. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous inviter à passer dans un deuxième atelier. Donc, pour ça, on vous donne rendez-vous tout de suite au village France PCI. Vous avez un guide à l'entrée. Voilà. Une hôtesse. Vous avez une hôtesse à l'entrée. Qui va vous remettre des petites cartes et on vous invite au prochain atelier.